Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Jules Belin, commissaire. Il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru, se faisant alors appeler Guillet. Nuit et jour, j'explore le 9e arrondissement. La chance finit par me favoriser et j'apprends enfin qu'il existe 76 rue de Rochechouart un monsieur Lucien Guillet, se disant ingénieur. Après bien des difficultés, Guillet se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussailles. Je le trouve ridicule. Il se refuse à me suivre et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. En cours de route, je lui dis « Ah, c'est une très grave affaire que la vôtre. Une affaire d'assassinat, même de plusieurs assassinats. » Oh, pas si vite. Assassinat au pluriel, avec un S ? Vous allez un peu fort. Il vous faudra toutefois le prouver, répond le suspect. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire sombre et intrigante d'un gentleman apprécié et aimé de tout le monde, mais surtout l'un des premiers tueurs en série français qui a marqué l'histoire criminelle. Dans les années 1910, des femmes riches et vulnérables semblaient s'évaporer sans laisser de traces. Les enquêteurs étaient perplexes, mais ce qu'ils ignoraient, c'était l'existence d'un monstre tapi dans l'ombre, André Désiré Landru. Il était un homme en apparence charmant, se présentait comme un gentleman, un séducteur qui cherchait l'amour véritable. Mais derrière son sourire séduisant se cachait une âme noire et perverse. Landru avait développé une méthode machiavélique pour attirer ses victimes. Il était devenu un maître de la manipulation et de la séduction, utilisant des annonces matrimoniales pour attirer des femmes riches et vulnérables. L'enfance de Landru. Né le 12 avril 1869 à Paris, il est le fils cadet de Julien Alexandre Sylvain Landru, 34 ans, chauffeur aux forges de Vulcain, et de Flore Henriquel, 34 ans, femme au foyer, comme à peu près toutes les femmes à cette époque. Henri Désiré Landru vient donc d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, Landru a été confronté à des difficultés familiales. Ses parents, débordés par les responsabilités, avaient du mal à subvenir aux besoins de la famille. Il fréquente l'école des frères de la rue de Bretonvilliers et y fait de bonnes études, remarqué pour ses aptitudes en dessin et en mathématiques. Il est enfant de chœur à l'église Saint-Louis en Lille où sa famille s'est installée quelques années plus tôt. Il y officie parfois comme sous-diacre en 1888, si bien que ses parents envisagent de le faire entrer au séminaire. Enfant introverti et solitaire, Landru avait du mal à s'intégrer parmi ses camarades. Il était souvent la cible de moqueries et d'intimidations à l'école, ce qui a eu un impact sur sa confiance en lui. Ces mauvaises expériences ont peut-être contribué à forger sa personnalité introvertie et à lui donner un sentiment d'infériorité. L'adolescence. À l'adolescence, Landru a montré un certain talent pour la manipulation et la dissimulation. Il pouvait facilement masquer ses émotions et jouer différents rôles pour s'adapter à son environnement. Cette capacité à se fondre dans la masse et à cacher ses véritables intentions allait se révéler plus tard dans sa vie d'adulte. En grandissant, Landru a développé un intérêt pour les relations humaines et l'art de la séduction. Il était fasciné par la façon dont les gens interagissaient les uns avec les autres.
et il cherchait à comprendre les motivations qui poussaient les individus à agir de certaines manières. Mais malgré son intérêt pour les interactions sociales, Landru avait du mal à établir des relations durables. Il était souvent perçu comme distant et énigmatique, ce qui le rendait difficile à cerner pour les autres. Cette difficulté à nouer des liens profonds avec les autres a certainement contribué à son besoin insatiable de pouvoir et de contrôle. L'enfance de Landru, marquée par des difficultés familiales et des difficultés à s'intégrer socialement, a jeté les bases d'une personnalité complexe. Les débuts. En 1889, il ment pour séduire Marie-Catherine Rémy, jeune femme qui habite chez sa mère, prétendant travailler dans son cabinet d'architecte en tant que technicien. Il l'épouse le 7 octobre 1893, après ses 3 années réglementaires de service militaire accomplies au 87e régiment d'infanterie de Saint-Quentin et au cours duquel il atteint le grade de sergent. De 1893 à 1900, il pratique une dizaine de métiers. Comptable, employé de commerce, cartographe, entrepreneur de travaux comme couvreur, plombier, etc. et change 15 fois d'employeur. La naissance des 4 enfants met le couple dans la difficulté financière. Aussi cherche-t-il à faire fortune en fondant une prétendue fabrique de bicyclettes à pétrole avec laquelle il commet sa première escroquerie. Bon, en gros, il essaye d'inventer la première mobilette, quoi. Allant d'escroquerie en escroquerie, dissimulé sous de faux noms, il en utilisa 90 quand même, il collectionne les condamnations, amendes et peines de prison. 2 ans en 1904, 13 mois en 1906, mais après une tentative de suicide dans sa geôle, il parvient à sortir de détention grâce aux expertises de médecins psychiatres qui le déclarent dans, je cite, « un état mental maladif qui, sans être de la folie, n'est plus du moins l'état normal ». À peine sorti de prison, il recommence de nouvelles escroqueries. Arrêté à nouveau, il est condamné au bagne en Guyane en 1914. Landru fuit. Il comméta ses premiers meurtres en 1915 en exécutant Madame Jeanne Cuchet et son fils André. La méthode. Imaginez une époque où Internet n'existait pas, où les rencontres en ligne étaient encore loin de devenir la norme. Landru, lui, avait trouvé une manière bien à lui de rencontrer des femmes. Il publiait des annonces matrimoniales dans les journaux, promettant un avenir radieux à celles qui répondaient à son appel. Les femmes, en quête d'amour et de stabilité, tombaient dans ses griffes. Mais une fois qu'elles franchissaient le seuil de sa sinistre demeure, l'enfer les attendait. Les femmes qui répondaient à ces annonces étaient loin de se douter du danger qui les guettait. Landru les charmait avec des mots doux et des promesses de bonheur. Les faisant succomber à son charisme, il les persuadait de lui confier leurs économies, leurs bijoux et tout ce qui avait de la valeur. Il était un maître de la manipulation. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, Landru promettait de créer une nouvelle vie ensemble. Mais au lieu de cela, il les emmenait dans sa sinistre propriété à Gambé. C'est là que l'horreur se déroulait. Les meurtres. Les femmes disparaissaient mystérieusement, ne laissant que peu de traces derrière elles. Malheureusement, il est impossible de dire comment il tuait ses victimes. Landru était un maître dans l'art de dissimuler ses crimes et les techniques de recherche et d'analyse n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui. On sait qu'il démembrait et dépeçait les corps des victimes pour les brûler pendant de longues heures dans une cuisinière spécialement aménagée, ne laissant derrière lui que des restes partiellement calcinés. Cette macabre méthode lui permettait de se débarrasser des preuves physiques, les réduisant en cendres. La propriété de Landru, à Gambé, était devenue une véritable chambre des horreurs. On dit que les cris des femmes résonnaient dans les murs de cette demeure maudite pendant qu'il les torturait. L'enquête. Mais comme dans tout conte sinistre, la vérité finit toujours par être révélée. L'affaire a commencé à attirer l'attention lorsque les familles des disparus ont commencé à s'inquiéter. Les familles des femmes, déterminées à trouver des réponses, ont commencé à sonner l'alarme. Elles ont signalé les disparitions à la mairie, qui a ensuite prévenu la police. Les enquêteurs ont découvert des fragments osseux et des restes humains partiellement calcinés dans la maison de Landru. D'autres preuves matérielles trouvées dans sa propriété ont commencé à s'accumuler, révélant l'ampleur de ses méfaits. Les enquêteurs ont découvert des indices troublants,
des lettres échangées entre Landru et ses victimes, ainsi que des bijoux appartenant à ces femmes disparues. Nous ne connaissons pas le nombre exact de victimes qu'il a fait, on lui dénombre 11 meurtres, 10 femmes et un enfant. Mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas grand-chose par rapport à la réalité, car il aurait séduit 288 femmes. Mais comment un homme en apparence si respectable pouvait-il être un meurtrier en série ? C'est une question qui a fasciné les gens de l'époque. Landru était un caméléon, capable de jouer différents rôles pour manipuler ses victimes et échapper aux soupçons des autres. Le procès d'Henri Désiré Landru a été un spectacle horrifiant et est devenu un événement médiatique majeur. La presse a suivi chaque détail de l'affaire, alimentant la curiosité du public. Les preuves trouvées dans la propriété de Landru, les témoignages des familles et les écrits des survivantes ont ébranlé le tribunal. Deux principales survivantes ont retenu l'attention de tous au procès. Une ex-compagne de Landru qui a vécu avec lui et s'est enfuie de la maison, le décrivant de personnage lugubre. La seconde, une autre ex de Landru qui avait été témoin de ses étranges manipulations. Elle le décrit malsain et inquiétant. Mais le doute a été posé sur ces deux témoignages. Ils ont été remis en question, supposant une possible complicité. Landru, quant à lui, est resté calme et impassible tout au long des débats, défiant la justice avec un sourire démoniaque. Il a nié les accusations, affirmant que les femmes étaient parties volontairement avec leur argent. À la question de l'avocat général Godefroy, il s'écrie « Ma tête ? Vous parlez toujours de ma tête ! Je regrette de n'avoir qu'elle à vous offrir !» Mais les preuves accablantes ont parlé d'elles-mêmes. La sentence fut inévitable. Le monstre avait été démasqué. Landru a été reconnu coupable de meurtre atroce et condamné à la peine de mort. Apprenant sa condamnation à mort, il quitta le box pour la dernière fois en boutonnant méticuleusement son petit pardessus jaune, après s'être assuré que ses lunettes étaient bien dans ses poches. L'exécution. Le jour de son exécution, les familles des victimes ont trouvé un semblant de paix. Mais les cauchemars qu'il avait semés ne s'effaceront jamais. Le 25 février 1922, à la prison de Versailles, Landru fait face à son destin. Sa tête va tomber, la guillotine est prête, mettant fin à une série de meurtres glaçants qui avaient secoué la France. Avant son exécution, l'abbé qui lui demandait s'il voulait de la messe, l'ancien enfant de cœur répondit « Non, je crois que ce qu'il importe à présent, c'est de faire vite. » Puis, désignant le bourreau et ses aides, il ajouta « Et puis, je ne veux pas faire attendre ces messieurs. » Cette sombre histoire nous rappelle la profondeur de la cruauté, de l'inhumanité, de la perversion et de l'incapacité d'empathie chez certaines personnes et peut-être même chez votre propre voisin. Aujourd'hui, l'histoire d'Henri Désiré Landru continue d'hanter les esprits. Comment un homme en apparence si charmant pouvait-il être un tueur en série aussi impitoyable ? Comment un homme a-t-il pu commettre de tels actes ? Qu'est-ce qui l'a motivé ? Ces questions sont restées et resteront sans réponse. Une énigme macabre qui nous rappelle que le mal peut se cacher derrière le masque le plus séduisant. C'est ainsi que se termine l'histoire fascinante et troublante d'Henri Désiré Landru, dit le Barbe Bleue de Gambé, le tueur en série qui a semé la terreur au début du XXe siècle dans la France entière.